bienvenue pour cette deuxième session ensemble sur le Covid-19 et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, je m'appelle Aline Frazier, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière et je participe beaucoup à l'animation de sessions d'éducation thérapeutique. Et donc, voilà, on a lancé cette initiative qui a pour objectif d'essayer de répondre à vos questions. Et je vous remercie, vous avez encore envoyé beaucoup de questions par mail qu'on va essayer de traiter dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Je rappelle un petit peu nos règles de fonctionnement qui, en raison de notre nombre, sont un peu strictes. C'est-à-dire que je vous demande de ne pas activer vos micros pour le moment. Et bien sûr, on va essayer quand même de pouvoir échanger et pour cela, on va essayer d'utiliser au maximum la fonctionnalité de chat, c'est-à-dire de discussion par écrit. Donc, vous avez en bas de votre écran un endroit où vous pouvez appuyer qui s'appelle Converser, sur lequel vous pouvez nous faire part de vos remarques. Et on est toute une équipe à vous accueillir aujourd'hui, puisqu'on est 4 intervenants pour justement essayer de bien coordonner et vous faire participer tous à cette discussion. Et je passe la parole tout de suite à ma première invitée sur Vigo TV. C'est Marion Landès-Chigot. Je la laisse se présenter. Donc voilà, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Marion Landès-Chigot. Donc je suis ergothérapeute à l'hôpital Lariboisière, principalement en rhumatologie. Donc je ne sais pas si certains me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Vous pouvez être amené à me voir en général pour fabriquer des orthèses, faire des attelles. Ça peut être aussi pour la rééducation, des conseils d'autorééducation, des conseils d'outils, d'aide technique ou de vie quotidienne, conseils aussi sur les postes de travail et puis j'interviens dans plusieurs ETP au sein de l'hôpital. Voilà, je passe la parole au prochain intervenant. Oui, Bonjour. voilà. Oui, Non, bonjour. j'allais te Je suis, présenter, Clémence. En fait, nous avons deux co-animateurs et qui nous aident aussi sur le côté technique et que je remercie et sur la conception de cette émission. Et c'est Clémence et Olivier. Et donc, Clémence va prendre la parole. Pardon de t'avoir coupé. pas de souci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence de Maison. Je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Et aujourd'hui, je vous propose d'être votre porte-parole sur les questions que vous avez envoyées précédemment par mail. On a pris les plus récurrentes. Et puis, je passe la parole à Olivier qui fera le chat. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Père, je m'occupe de la recherche clinique et de l'éducation thérapeutique dans le service de rhumato. Aujourd'hui, je vais surtout regarder et être attentif à ce que vous notez dans le chat, de manière à ce qu'on puisse répondre au maximum de questions au cours de cette émission. Je voulais rajouter que je serai également maître du temps, que cette webconférence sera à peu près de 35 minutes. Donc, 5 minutes avant, je préviendrai de façon à ce qu'on se dise tous au revoir. Alors, la première question qu'on a eue était je souhaite savoir si le Covid-19 s'attrape par l'air, s'il vous plaît, car j'ai entendu que certaines personnes ont été contaminées par la clim dans un restaurant. Aline ? Oui, merci pour cette question. Alors, le plus important et ce dont il faut avant tout se méfier, c'est quand même la contamination par la transmission de gouttelettes, c'est-à-dire tout ce qui sort de notre bouche sous forme de postillons qui peuvent être visibles mais aussi invisibles et on en émet énormément au quotidien. Même en respirant, même simplement en parlant doucement, on peut quand même émettre des postillons. Ce n'est pas que en toussant ou en éternuant. Alors, ces gouttelettes, elles peuvent atterrir sur le visage de l'interlocuteur en face de qui vous êtes, par exemple, ou alors elles peuvent atterrir sur les mains et après, on se met les mains au visage très fréquemment dans la journée sans même s'en rendre compte. Et par ce biais-là, si elles contiennent du virus, le virus peut comme ça pénétrer dans l'organisme, notamment par la bouche, les narines ou peut-être même les yeux.
Donc, c'est ça la principale façon dont se transmet ce virus du coronavirus. Et c'est de là que viennent les mesures barrières que vous connaissez maintenant tous très bien, dont vous avez entendu parler et reparler. La distanciation physique, parce que si on est à plus de la portée potentielle d'une gouttelette, du coup, on ne risque pas de recevoir une gouttelette et donc d'être infecté. Le lavage des mains, parce que comme ça, si on touche quelque chose sur quoi il y avait une gouttelette contaminée ou si on a reçu des gouttelettes sur les mains, le fait de bien les laver fait que même si on se touche le visage, on n'aura aucun risque. Et puis, cette question du port de masque, on va peut-être y revenir un peu plus tard pour éviter du coup que les gouttelettes contaminées puissent pénétrer ensuite dans le nez, la bouche, grâce à cette protection, et aussi pour éviter d'envoyer des gouttelettes lorsqu'on porte un masque. Alors, la question de la transmission par l'air, c'est un peu différent puisque ça implique qu'il y aurait du virus sous forme d'aérosol qui circule dans l'air. Et ça, c'est un phénomène qui est observé, par exemple, pour la tuberculose, qui est une maladie contagieuse par l'air. Alors, il faut imaginer vraiment qu'il y aurait comme du pchit, du déodorant qui serait dans l'air et qui serait rempli de Covid au lieu d'être parfum lavande. Alors, ce mode de transmission, on ne sait pas trop son rôle dans le Covid, c'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça aérosolise beaucoup spontanément. Mais peut-être que dans certaines circonstances, il peut y avoir une aérosolisation. Par exemple, quand quelqu'un tousse énormément ou quand quelqu'un est sous masque à oxygène à haute concentration ou chez les patients quand ils ont des ventilations sans intubation qui peuvent aussi donner une pression importante et du coup peut-être favoriser la formation de ces aérosols contenant du virus. Et donc, c'est dans ces cas-là où peut-être il peut y avoir du coup du virus qui se balade dans l'air et si on respire cet air, on pourrait avoir du virus qui pénètre dans notre organisme. Donc, c'est quand même probablement plutôt dans des circonstances spécifiques. Et c'est là où, si effectivement il y en a qui se baladent dans l'air, pourquoi pas la climatisation pourrait brasser cet air et faire circuler le virus encore plus. Et donc, il y a eu effectivement un rapport qui a mentionné ça dans un restaurant, il me semble que c'était en Chine, où plusieurs personnes avaient été contaminées dans un restaurant, probablement par le biais de ce système de climatisation. Donc, ça veut dire quand même qu'il y avait à un moment une circonstance particulière qui a favorisé l'aérosolisation et qu'en plus, il y avait un système de climatisation qui permettait cette transmission parce qu'apparemment, il y a quand même aussi des possibilités de filtres dans les systèmes de climatisation qui peuvent limiter ça. Donc, je pense que dans la vie de tous les jours, notamment pour les transports en commun climatisés, etc., c'est quand même des circonstances très particulières et que ce n'est pas le risque majeur, ce n'est pas la crainte majeure qu'il faut avoir, même si il existe probablement un petit risque de cette transmission par l'air. Merci Aline pour ces précisions. On a eu également des questions au sujet du lavage de mains. Alors la question, le lavage très fréquent des mains met à mal les articulations. L'absence de gants de vaisselle, de gants chirurgicaux utilisés pour les soins des yeux en ce qui me concerne et pour les déplacements font que l'on économise le matériel encore disponible. Les mains sont donc très exposées à différentes agressions. Le soir, j'entortille mes mains dans de la laine très douce et très chaude, cachemire, et mes articulations redeviennent souples et sont moins douloureuses. J'évite de me frictionner les articulations et les poignets avec de la crème anti-inflammatoire. Avez-vous des conseils ? Peut-être Marion. Donc, par rapport au lavage fréquent des mains, je pense que le problème est plutôt que, justement, c'est un lavage fréquent, mais plutôt par rapport à la température. C'est-à-dire que se laver les mains très régulièrement à l'eau froide, souvent, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de mes patients qui disaient que souvent, ça déclenchait un petit peu des douleurs ou en tout cas, c'était moins confortable. Donc, j'allais dire, pour le lavage fréquent, c'est vrai que par contre, ça peut les assécher. Donc là, vous pouvez au contraire utiliser des crèmes hydratantes classiques. Ça, n'hésitez pas. Ça, c'est plutôt pour les soigner. Pour le lavage, c'est vrai que là, du coup, on se lave les mains beaucoup plus fréquemment. C'est vrai qu'il est souvent conseillé de se les laver à l'eau tiède ou à l'eau chaude. Souvent, d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà trouvé cette astuce-là et trouvé que de se les laver à l'eau tiède ou à l'eau chaude, c'était plus confortable. Donc, effectivement, c'est plutôt la température qui va jouer. Et du coup, par contre, il y a certaines personnes, c'est des exceptions, c'est-à-dire que certaines personnes vont trouver qu'au contraire, l'eau chaude, ça ne leur est pas confortable. Donc, si c'est le cas, écoutez-vous et continuez de vous les laver à l'eau froide. Et pour la plupart des cas, la chaleur sera plus bénéfique.
Donc, il y a plusieurs petites solutions. Déjà d'une, donc de se laver, comme je vous disais, eau chaude, eau tiède, même si ce n'est pas toujours, mais fréquemment à l'eau tiède pour essayer de les réassouplir, surtout dans les phases où vous avez besoin après de vous en servir. C'est-à-dire quand vous sentez que là, vous avez besoin de souplesse pour une activité en particulier, lavez-vous les mains un petit peu à l'eau chaude. Ensuite, deuxième solution, c'est d'utiliser un peu la chaleur sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça peut être à la fois les mains que vous immergez cette fois-ci dans l'eau chaude. Ça, ce sera plutôt pour travailler un petit peu les mains pour qu'elles soient plus souples avant une activité bien précise qui demande un peu de finesse ou avant de cuisiner ou quelque chose comme ça. Ou alors, donc, vous pouvez les immerger dans le lavabo, dans l'évier. Vous pouvez aussi utiliser des packs de chaud. Je pense que certains d'entre vous doivent déjà en avoir chez eux. Donc, c'est des packs de gel en général. Parfois, ils font chaud et froid. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous en avez un qui est dans votre congélateur, s'il fait les deux. Parce que souvent, ils font les deux, ils font chaud et froid et c'est noté directement dessus ou sur la notice. Ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser une bouillotte que vous avez chez vous. Vous remplissez avec de l'eau bien chaude dedans et puis vous mettez vos mains en contact de la chaleur. Ce qu'il faut toujours faire par rapport à toute source de chaleur, c'est se protéger avec un petit torchon ou quelque chose pour ne pas être en contact direct. Ensuite, vous avez tout ce qui peut être chaufferette. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des fois des tout petits packs de chaud où dedans, il y a une petite pastille. Alors, ils peuvent exister en grand aussi, hein. Et en fait, la pastille permet que quand on l'actionne, il y a une réaction chimique qui s'opère dans le sac et qui va déclencher une source de chaleur qui dure environ 20-30 minutes. Après, vous le remettez dans l'eau chaude et ça vous permet de le réutiliser quand vous voulez et plusieurs fois d'affilée. Donc ça peut être aussi une manière assez pratique de pouvoir garder les mains au chaud. Sinon, il y a pas mal de patients qui m'ont dit aussi qu'ils utilisaient tout simplement le sèche-cheveux de temps en temps. Bon, bien sûr, loin de l'eau, hein, bien sûr. Sinon, de poser les mains sur votre radiateur, tout simplement. Et puis, tout ce qui est cataplasme, n'hésitez pas aussi, ou crème qui chauffe un petit peu, il n'y a pas de souci pour essayer d'apporter donc une chaleur. Parce que la chaleur va détendre les muscles, soulager un petit peu et puis assouplir les mains et vous les sentirez un petit peu plus aptes en fait à travailler. Ensuite, troisième solution, ça peut être des fois de se frictionner les mains. La personne, du coup, dans la question, parlait de se frictionner les mains avec une crème anti-inflammatoire et elle hésitait à l'utiliser. Alors, je pense que là, il y a double question, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait l'idée que les anti-inflammatoires, on en a beaucoup entendu parler au début du Covid, comme quoi il fallait éviter d'en prendre. Et donc, là, c'est surtout quand les signes se déclenchent au niveau du Covid qu'effectivement, il faut éviter des fois de prendre trop d'anti-inflammatoires pour augmenter. Mais sinon, d'une façon générale, continuez d'utiliser les techniques que vous avez l'habitude d'utiliser qui sont efficaces pour vous tant que vous n'avez pas de signes. Et puis, il faut savoir que les crèmes anti-inflammatoires que vous mettez sur les mains à une partie bien localisée, en général, vous n'allez pas en mettre une dose très, très importante et vous avez en fait une fréquence dans la journée qui fait en sorte que ce ne soit pas trop important. Donc, en général, c'est 4 fois par jour maximum. Donc, vous mettez bien sur la zone qui vous est douloureuse. Vous lavez bien l'autre main si elle ne l'est pas. Et vous évitez surtout de vous toucher le visage. Ça, c'est plutôt pour pas que vous mangiez la crème anti-inflammatoire. Voilà, donc en tout cas, c'est faisable avec des crèmes anti-inflammatoires. Donc, si vous aviez l'habitude de les utiliser, continuez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez faire avec une crème hydratante classique, simple, pas de problème, ou une crème pour le corps si vous n'en avez pas chez vous. Et l'idée, ça va être de se masser un petit peu les zones douloureuses. Donc, ça peut être l'avant-bras, le poignet, le dos de la main, la paume de la main, et puis surtout tout ce qui est doigt. En général, si vous avez mal aux articulations des doigts ou la base du doigt, vous massez bien dans le sens du retour, comme on appelle, c'est-à-dire du retour veineux vers le cœur. Et en fait, vous massez de l'ongle vers la base. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas, massage et friction sans aucun problème pour essayer d'assouplir et de soulager. Ensuite, une petite dernière. Si j'ai du temps, je vais demander au maître du temps si c'est possible. Encore quelques minutes. Encore quelques minutes. Alors, je me dépêche. C'est possible, en fait, de faire un petit peu d'auto-rééducation. C'est-à-dire, n'hésitez pas à essayer d'assouplir un petit peu vos mains vous-même avec l'ongle. Par exemple, quand vous voulez assouplir la main gauche, c'est la main droite qui va travailler et la main gauche, vraiment, se laisse faire par la main droite. Donc ça va être des actions passives, comme on appelle ça. C'est-à-dire que la main va se laisser faire et vous allez pouvoir aller plus loin dans les amplitudes pour essayer de les assouplir. Ça ne pourra que vous donner plus de souplesse pour les activités de la vie quotidienne. Donc, vous pouvez, comme exercice simple, c'est grâce à l'autre main, d'appuyer sur vos doigts jusqu'à ce que
les doigts touchent la paume de la main. Si ce n'est pas possible, vous allez le plus loin possible. Et puis, vous allez remonter pour que quand, en fait, vous remontiez, les pulpes des doigts essayent de rester en contact avec la paume de la main. Voilà, ça, c'est un exercice qui est assez facile de faire quand vous le souhaitez. Et c'est vrai que ça peut permettre d'assouplir un petit peu les différentes articulations par un seul mouvement. En fait, on utilise les articulations d'ici, du milieu des doigts et du bout des doigts. D'accord? Et vous pouvez le faire doigt par doigt. Je ne sais pas si on voit bien, vous me dites. Hein. Oui, on voit très bien. Et merci pour cette pratique parce que ça fait du bien. Ça peut servir à tous. Surtout qu'on est beaucoup sur les claviers en ce moment. Voilà, donc on peut assouplir, vous voyez, en appuyant sur, là c'est cette articulation-là qui travaille en premier. Ensuite, vous touchez, si possible, avec votre pulpe de doigt. Et ensuite, vous remontez en gardant le contact, si possible, entre la pulpe du doigt et la paume de la main. Si c'est difficile, surtout, vous faites par étapes. C'est-à-dire que vous allez respecter votre douleur. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. C'est-à-dire que si c'est possible que ici, vous attendez un petit peu que ce soit faisable, vous restez dans une position qui est gênante, mais surtout pas douloureuse. Et à force de faire l'exercice, vous allez voir, vous gagnerez un petit peu en souplesse. Voilà. Un autre petit exercice rapide, ça peut être déjà de travailler l'extension. Je me permets de baisser, c'est pour que vous voyez. Un exercice assez simple, c'est la main sur la table. Des fois, on ne peut pas la mettre complètement à plat. Si vous, c'est le cas, vous pouvez la mettre à plat. Pas besoin de travailler cet exercice. Hein. Mais si c'est un petit peu difficile de l'ouvrir et que ça vous gêne, vous pouvez tout simplement, avec une crème ou sans crème, essayer d'aplatir la main tout doucement en faisant des massages doux, votre main contre la table. Si vous voyez qu'elle est assez fléchie, n'hésitez pas aussi régulièrement à déplacer le bout de votre doigt pour que quand vous appuyez, ça ne fasse pas un appui trop important ici, vous voyez, parce que des fois, sinon, ça peut faire mal. Voilà, donc ça, c'est pour travailler à la fois la souplesse en flexion et la souplesse en extension. Si vous êtes intéressé par d'autres exercices, vous n'hésiterez pas à nous le dire et je vous en présenterai d'autres lors d'une prochaine session. Parce que je pense super, que Marion. Merci. Hein. Vraiment, vraiment bien détaillé. Et puis en plus, avec ce côté pratique qu'on peut faire au quotidien, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Marion. Alors, on a eu d'autres questions. On en a une qu'on a traitée déjà au précédent live. Mais je pense que c'est bien de refaire un petit rappel. Aline, est-ce qu'on doit se protéger par des masques? Et si oui, quel type de masque? Oui, bah, c'est vrai que c'est bien, je pense, de refaire le point, surtout que peut-être j'étais un peu brouillonne quand on l'a fait la dernière fois. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu moi. Non. Pourtant, je ne me suis pas réécoutée, mais en le faisant. Alors, l'objectif, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que les masques, ils ont un double intérêt. Le premier, c'est que celui qui le porte va être protégé. Et le deuxième, c'est que celui qui le porte va protéger les autres. Et c'est là où la performance des masques va intervenir sur le niveau de protection du porteur et le niveau de protection des personnes autour du porteur, finalement. Et c'est ça qu'on va essayer d'équilibrer pour avoir une protection collective, finalement. Donc l'idée de se protéger, c'est que si une gouttelette arrive, elle ne puisse pas pénétrer. Donc là, il faut un masque particulièrement étanche. Alors que quand on projette, si on a un écran devant le projecteur, devant la projection, du coup, il n'y a rien qui passe. Et là, on a finalement une protection des autres qui est très performante, même avec un masque sans technicité particulière. Donc les trois types de masques dont vous avez maintenant probablement abondamment entendu parler, par ordre de qualité de filtration pour la protection individuelle du porteur. Le plus performant, c'est le FFP2, c'est-à-dire qu'il empêche quasiment 100% des particules virales de traverser. Donc, si une particule virale arrive sur le masque, elle ne peut pas traverser et donc le porteur est protégé quasiment à 100% de la contamination. Et elle fait écran, donc dans l'autre sens, ça ne circule pas non plus, donc il protège tout le monde. Donc la difficulté, c'est que ce sont des masques du coup qui ont une haute technicité, donc qui sont coûteux. Pour vous dire, à l'hôpital, même avant ça, par exemple, on les utilisait pour les patients isolés pour la tuberculose. Et on était déjà dans une réflexion de attention, on ne va pas prendre un masque à chaque fois qu'on y va, mais on se garde son masque pour la matinée pour ce type de masque à cause de leur coût.
Ensuite, vous avez les masques chirurgicaux qui sont les plus fréquemment utilisés pour les professionnels de santé à l'hôpital. Eux, ils filtrent très bien les gouttelettes. Ils ont une certaine technicité qui fait que cette filtration des gouttelettes est meilleure que si on met juste un écran en tissu, par exemple, mais ils sont moins performants pour toute la partie aérosol. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins performants que les FFP2. Et puis les masques qui ont été appelés du coup grand public, c'est-à-dire un masque soit que vous avez fabriqué vous-même, soit que vous allez acheter, mais qui ne sera pas sur le niveau de technicité des masques chirurgicaux ou des masques FFP2, mais qui aura peut-être par contre l'avantage d'être réutilisable, ce qui peut être aussi quelque chose d'utile. Eh bien lui, en termes de filtration pour protéger le porteur, il sera nettement moins performant que les deux premiers, mais en revanche, si tout le monde en porte dans les situations à risque, à ce moment-là, c'est les masques que portent les personnes autour de vous qui vous protègent et le vôtre protège les personnes autour de vous. Donc c'est là où il y a un vrai effort collectif sur ce type de masque. Plus la distanciation, tu disais en plus. Alors voilà, c'est ça, c'est que l'idée, c'est que si on reste loin les uns des autres, de toute façon, le masque, il est inutile puisqu'on ne risque pas d'être à portée de gouttelettes. C'est pour ça que le masque, ça vient en plus des mesures barrières que vous connaissez déjà, la distanciation, le lavage des mains. Mais si on est dans des situations, par exemple, on doit devoir prendre les transports, on n'est pas sûr de pouvoir respecter la distanciation, à ce moment-là, d'avoir le masque en plus, c'est quand même une protection. En ce qui concerne le fait d'être atteint par un rhumatisme inflammatoire, je ne pense pas que ça justifie d'avoir des précautions différentes de tout le monde par rapport au port de masque. C'est-à-dire que finalement, si vous respectez les recommandations qui sont faites pour le port de masque, pour la distanciation sociale, pour le lavage des mains, si vous arrivez à les respecter de manière rigoureuse, vous aurez probablement un niveau de protection suffisant, même avec votre rhumatisme et vos traitements. Voilà. Je crois que j'ai tout Merci. dit. Oui. Les prochaines questions seront plutôt sur les traitements. On a encore eu beaucoup de questions sur les traitements. Donc, je commence. Pourquoi on entend parler de traitements utilisés en rhumatologie pour traiter le Covid? Il y a 3 semaines, ça concernait un traitement contre le psoriasis. Aujourd'hui, ça tournait autour de la polyarthrite rhumatoïde. Qu'en est-il au juste? Alors oui, ça c'est un débat un peu compliqué. Bon, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est finalement la similarité qu'il peut y avoir entre la façon dont ça se passe, la maladie à coronavirus, et la façon dont se passe le rhumatisme inflammatoire. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme de tempête cytokinique, c'est-à-dire qu'en fait, dans la maladie à coronavirus, il y a une première phase qui semble être plutôt liée directement à l'infestation du corps par le virus et une deuxième phase où il y a un emballement de notre système immunitaire, une réaction inflammatoire excessive, inadaptée, qui est elle-même responsable de l'aggravation des personnes atteintes. Et donc ça, c'est surtout dans les formes graves qu'il y a cette tempête cytokinique, cette inflammation excessive qui s'emballe, qui n'est pas adaptée à ce qu'il faudrait pour simplement défendre l'organisme. Et à ce moment-là, on a des patients qui s'aggravent et qui peuvent être ceux notamment qui vont aller en réanimation. Alors, l'idée de ces biothérapies dans ce contexte-là, c'est justement de calmer cette inflammation excessive. Et c'est là où vous voyez la similarité qu'il peut y avoir avec ce qui se passe quand on a une maladie inflammatoire chronique ou un rhumatisme inflammatoire chronique, où on a de la même façon, finalement, une réaction inflammatoire excessive qui, dans le rhumatisme, se localise aux articulations, qui n'est pas adaptée, qui n'a pas lieu d'être pour le fonctionnement normal du corps. Il y a un dérèglement de l'inflammation dans le corps et c'est ça qui fait finalement qu'on a ce rhumatisme inflammatoire. Et donc, pour traiter les rhumatismes inflammatoires, on utilise des médicaments qui vont apaiser cette inflammation excessive ou inadaptée. Donc, c'est là où vous voyez un petit peu le rapport qu'on peut trouver dans le mécanisme que l'on demande au traitement pour traiter ces deux types de maladies qui au départ n'ont rien à voir.
Alors, dans cette inflammation excessive du Covid, pour calmer cette inflammation, on a proposé des corticoïdes, tout d'abord, hein, ça a été proposé pour certains patients de réanimation. Et puis, il y a eu aussi une proposition de biothérapie et notamment un médiateur de l'inflammation, ce qu'on appelle une cytokine. Donc, une cytokine, c'est ces petites molécules qui permettent aux globules blancs de se transmettre l'information de attention, on lance une inflammation. Voilà, ça leur permet de se mettre tous en rang prêt à attaquer. Voilà. Donc ces cytokines, en fait, une des cytokines qui est particulièrement impliquée dans l'inflammation du Covid, c'est une cytokine qui s'appelle l'interleukine 6, IL6, et elle est ciblée par le tocilizumab, qui est le Roactemra, et par aussi d'ailleurs une autre biothérapie qui est arrivée plus récemment, qui s'appelle le sarilumab ou Kevzara. Et donc, il y a des essais du coup qui ont été lancés pour essayer de voir si ça améliorait la guérison du Covid-19 chez ces patients gravement atteints. Alors, on nous a posé la question pour les anti-interleukine 17 comme Cosentyx, mmh, mmh. Alors ou le ça, tocilizumab. ouais, le Cosentyx, c'est le secukinumab et l'ixekizumab, il s'appelle Taltz. Et à ma connaissance, mais bon, il y a tellement de choses qui se font, on ne voit pas forcément tout passer, mais je n'ai pas connaissance d'essais avec cette cible-là, cette interleukine 17, dans le Covid, alors que l'interleukine 6, oui. Et la seule chose dont je voulais vous parler aussi rapidement, c'est ce communiqué de presse dont vous avez peut-être entendu de Martin Hirsch de la PHP sur le tocilizumab marche. Prudence, prudence parce que les données ne sont pas encore consolidées et le comité scientifique n'a pas encore envoyé ces données, ne les a pas encore fait valider par la communauté scientifique internationale et nationale. Donc, c'est des signaux encourageants avec ce traitement. Peut-être qu'effectivement, ça va être une solution intéressante pour les personnes gravement atteintes, mais c'est encore des données très fragiles. Aline, est-ce que ça Mmh. veut dire que si je suis sous tocilizumab ou sous sarilumab, je suis moins à risque qu'un autre patient ou qu'une autre personne? Mmh. Alors, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu d'études faites pour déterminer si le fait d'être sous traitement avant même d'être infecté par le coronavirus était protecteur ou permettait d'éviter justement cet emballement de l'inflammation dans les formes graves. Il faut quand même retenir que la plupart des gens qui attrapent le Covid font une forme bénigne, hein, voire asymptomatique. Ces formes graves, c'est qu'un léger pourcentage. Donc, ça rend difficile le fait d'étudier ça, mais je pense qu'il va y avoir des études qui vont être faites sur les bases de données de santé, etc., pour observer si le taux de personnes qui font des Covid graves est le même chez les patients qui sont déjà sous traitement par rapport aux personnes qui n'en ont pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas répondre, donc il ne faut pas considérer en tout cas que ce soit protecteur de quoi que ce soit. Et voilà, il faut aussi garder la méfiance. La contrepartie de ça, c'est que ce sont quand même des traitements qui ont cette réputation d'affaiblir un peu les défenses. Donc, il faut être vigilant avec toujours cette recommandation hein, sur tous les traitements de fond. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le méthotrexate, etc. La recommandation actuelle, validée par la Société française de rhumatologie, c'est je continue mon traitement de fond comme d'habitude et je ne l'interromps que si je pense avoir un Covid. À ce moment-là, j'appelle le médecin, je prends un avis pour savoir est-ce que je dois poursuivre cette interruption ou reprendre le traitement ou quand devrais-je reprendre le traitement une fois mon Covid terminé. Mais pour le moment, la recommandation, c'est je peux continuer mon traitement de fond même dans la période épidémique. Si la personne l'a déjà arrêté le traitement. Ben, moi, je lui recommanderais de le reprendre au rythme habituel et de ne pas attendre de faire une poussée inflammatoire pour le reprendre. On nous a reposé une question qu'on avait vue un petit peu la dernière fois. Le vaccin du pneumocoque nous protège-t-il du Covid-19 en fin de sa forme grave? Alors non, hein, le pneumocoque, c'est une bactérie, ce n'est pas un virus. Il donne certes des pneumonies, mais à ma connaissance, il n'y a pas de réaction croisée entre le pneumocoque et le coronavirus. Donc, il ne faut pas considérer que ce vaccin vous protège du coronavirus. Alors, à quoi être attentif dans le cas où nous serions atteints par le virus? Masquage des symptômes, contre-indication de traitement? Parce que là, tu dis qu'il faut garder le traitement de fond, mais si finalement on a le virus?
Alors, si on a le virus, moi, à ce moment-là, déjà, la première chose, c'est d'essayer de pouvoir avoir un contact avec un professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste, que ce soit le 15 si vous ne savez pas vers qui vous tournez, si votre médecin généraliste n'est pas disponible, ou les urgences. Bref, il faut que vous soyez évalué par un médecin pour qu'il détermine si effectivement c'est probablement le Covid ou non, qu'il voit si vous pouvez avoir un test, puisque de nos jours, par rapport à il y a quelques semaines, on a quand même un accès plus facile au test et ça peut être quand même intéressant d'avoir une certitude sur le diagnostic. Donc, c'est important d'avoir un contact et à ce moment-là, si le diagnostic est présumé ou confirmé, le médecin pourra avec vous aussi évaluer l'intérêt de suspendre le traitement ou de le poursuivre en fonction peut-être de la gravité de vos symptômes, de la gravité aussi de l'état de votre rhumatisme. Voilà, on va faire la balance bénéfice-risque en fonction du type de traitement pour pouvoir vous proposer une conduite personnalisée. Une personne âgée qui coche toutes les cases de dangerosité, maladie chronique, sous biothérapie, immunodéprimée, hypertension artérielle, asthmatique, serait-il possible en cas d'affection par le coronavirus-19 de l'admettre en réanimation ou non? Alors, pour faire simple, oui. Tout le monde a le droit d'accéder à la réanimation en France en 2020 et depuis toujours. Notre façon de raisonner sur réa ou pas réa reste la même pendant l'épidémie comme avant l'épidémie. C'est-à-dire qu'on va toujours faire la balance entre est-ce que ce patient, si je le fais passer en réa, j'ai de bonnes chances d'améliorer sa survie et de lui redonner une qualité de vie au moins équivalente à celle qu'il avait avant ou pas? Ou est-ce que si je l'envoie en réa, en fait, je suis en train de faire de l'acharnement thérapeutique et de maltraiter la personne, hein? Donc c'est ces 2 choses-là qu'on va mettre en balance et toujours de manière collégiale entre le réanimateur, le médecin qui connaît le patient. Moi, j'ai été appelée pour des gens que je connaissais, que je n'étais pas à leur chevet ce jour-là, mais pour aussi me prononcer sur ce que je connaissais d'eux, pour aider aussi à la réflexion. Et après, vous pouvez, si vous avez un peu d'anxiété par rapport à tout ça, commencer à réfléchir, même si ce n'est pas très joyeux, à écrire vos directives anticipées, à désigner une personne de confiance qui pourra les porter pour vous auprès des soignants qui seront à votre chevet, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer directement. Puis parfois, d'y avoir réfléchi de manière anticipée, ça vous permet aussi de prendre le temps qu'on n'a pas toujours dans la situation d'urgence. Pourrions-nous faire le vaccin contre le Covid malgré la biothérapie ou la maladie? Ah oui, c'est une très bonne question. Ce vaccin contre le Covid, on espère hein, qu'il va arriver et qu'il ne va pas arriver dans 3 ans. J'espère. Mais, mais bon, s'il arrive, très probablement, ce ne sera pas un vaccin vivant, mais un vaccin fabriqué à partir de petits débris du virus. Et donc, vous pourrez le faire, y compris sous biothérapie, y compris lorsque vous serez atteint d'une maladie inflammatoire chronique, très probablement. Et puis, si finalement c'est un vaccin vivant qui est le seul possible à développer, on pourra toujours interrompre les traitements de fond pour pouvoir faire la vaccination s'il le faut. Alors, on a eu beaucoup de... J'avance parce qu'il est Mmh. 34, hein. On a eu beaucoup de questions sur le déconfinement, en particulier pour la reprise de travail. Notamment, on a une personne qui travaille en crèche, une autre qui travaille comme vendeuse dans un magasin de jouets de 800 mètres carrés, une qui travaille dans les écoles auprès d'enfants, qui en rencontre différents chaque semaine. On a des questions sur le retour au travail, sur est-ce qu'on doit remettre nos enfants à l'école ou à la crèche. Mmh. Euh, Ouais, ouais, ouais. Alors, Question pas en facile. fait, tout le monde hein, se pose beaucoup de questions. Vous avez pu, je pense, échanger aussi avec votre entourage et même les gens qui n'ont pas de maladie chronique ne savent pas vraiment quoi faire, sont dans une grande anxiété aussi vis-à-vis de tout ça et des décisions qu'ils vont avoir à prendre pour tout ça. Et le fait d'avoir en plus une situation particulière comme la vôtre augmente encore les questionnements, les interrogations. Vous avez sûrement entendu comme moi mardi dernier les informations du Premier ministre et en fait, il n'a pas du tout, à ma connaissance, abordé la question spécifique des personnes considérées comme à risque ou vulnérables. Voilà, j'ai quand même trouvé sur le site du gouvernement, en regardant hier, qu'on conseille de respecter les règles similaires à tout le monde pour sa protection, les mesures barrières et tout qu'on a détaillé tout à l'heure. Voilà. Alors en pratique, et peut-être Marion voudra dire un mot aussi, c'est que l'idée, c'est vraiment, il n'y a que vous
qui connaissez l'ensemble des éléments, la configuration de votre situation personnelle dans son ensemble, dans sa globalité. Je vais vous donner après quelques éléments qui me paraissent intéressants à prendre en compte pour prendre votre décision. Donc finalement, chaque cas est unique et il n'y a que vous qui allez pouvoir prendre cette décision. Je ne sais pas, Marion, si tu veux ajouter quelque chose dès maintenant. Oui, finalement, c'est peut-être un peu comme on appelle ça des fois la balance décisionnelle. C'est vrai qu'une balance, on est tout le temps en train de prendre des décisions dans notre vie quotidienne. On le faisait déjà avant le Covid, on doit le faire pendant, puis on continuera de le faire après. Et la chose, c'est de se poser un petit peu toujours la question, bénéfice-risque un petit peu de chaque décision. Et pour vous aider, c'est vrai que ça peut être intéressant en fonction de l'action que vous pensez mener. Vous posez la question, les plus et les moins, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients à faire cette activité. Donc, par exemple, retourner travailler ou mettre mes enfants à la crèche, bénéfices, risques, positifs, négatifs, pour voir un petit peu en fait déjà le nombre de points de chaque côté entre guillemets, et puis après ils mettent de l'importance, c'est-à-dire qu'il y a des risques, des fois c'est pas parce qu'il y aura une ligne de chaque côté qu'elle aura pour vous autant d'importance que l'autre. Donc c'est bien aussi de mettre entre guillemets des points de chaque côté en fonction de quelle importance ça a pour vous. Donc ça c'est déjà d'une part. Ensuite, je pensais aussi que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, parce que là, on est un peu dans l'attente qu'on prenne des décisions pour nous. C'est vrai qu'on est tous dans ce cas-là. Hein. On se dit, il va y avoir des recommandations, on va nous dire quoi faire. Et malheureusement, je pense que les gens ne sont pas toujours au fait de ce que vous vivez, vous, chez vous, et de ce que vous ressentez. Donc, par rapport, par exemple, à une reprise de travail, je pense que ça peut être intéressant que vous anticipiez une reprise possible. Et pareil, donc bénéfices, risques, plus, moins, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mon employeur? Alors, je sais que tous les employeurs vont peut-être pas toujours être à l'écoute de ce que vous allez pouvoir proposer, mais dans le cas où c'est possible, parce que je pense que vos employeurs, eux, leur but, c'est pas de vous mettre en danger, c'est pas que vous soyez malade, et c'est pas que du jour au lendemain, vous puissiez plus travailler, vous voyez? Donc même si des fois, on a l'impression qu'ils veulent vous emmener au travail, je pense que c'est juste parce qu'ils essayent de prendre les décisions comme on leur a dit, vous voyez. Donc, vous, peut-être anticiper une reprise de travail comme ce sera possible pour vous, en vous disant quelles mesures moi je vais pouvoir prendre pour me protéger, pour protéger les autres, et qu'est-ce que je vais pouvoir montrer comme modalité possible auprès de mon employeur. Et peut-être que justement de pouvoir proposer des choses plutôt que de les subir, je pense que ce sera plus positif. C'est-à-dire que des fois, vous pourrez lui dire, tiens, j'anticipe et je me dis que je vais pouvoir prendre de telle et telle manière. Je pense qu'il serait important de prendre telle et telle mesure et du coup, je propose telle et telle chose en contrepartie. Ou alors, je ne sais pas, proposer un mix télétravail, pas télétravail. Enfin, vous voyez, c'est de lui proposer en fait ce que vous avez anticipé, à la fois pour que l'entreprise fonctionne bien, à la fois pour que vous, financièrement, vous ayez quelque chose à la fin du mois, à la fois pour que vous soyez protégés, protéger les autres, vos collègues et les gens qui vous entourent. Donc, je me dis que d'être en tout cas à l'initiative de quelque chose, ça fait du bien. Et c'est vrai que c'est important de différencier les choses sur lesquelles on a un contrôle et les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, du coup, favorisons-nous, entre guillemets, concentrons-nous sur ce dont nous pouvons agir plutôt que de se concentrer sur tout ce qui nous angoisse que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un peu comme ce qu'on vous dit de faire finalement avec les recommandations nationales. C'est vrai qu'on n'a pas tous individuellement la possibilité de savoir ce que va devenir le Covid nationalement et mondialement. C'est vrai que c'est compliqué. Mais à la fois, on vous dit, nous, on sait ce qu'il faut que vous fassiez vous individuellement pour qu'en tout cas, à votre échelle, vous puissiez vous protéger les autres et qu'en tout cas, ça ait un impact positif finalement sur l'évolution générale du Covid. C'est exactement pareil, je pense, pour ce genre de décision. Pensez bien. C'est une décision, Marion, c'est une décision personnelle. Nous, on ne peut pas vous dire remettez votre enfant à l'école, remettez votre enfant à la crèche. Il y a plein de facteurs à prendre, personnels, du travail qu'on effectue, du temps de transport, de ce qui a été mis en place. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une bonne idée de faire une balance décisionnelle. Après, il y a des personnes qui se posaient la question de qu'est-ce que vous pensez, Aline, Marion, Olivier, sur le fait de décaler son déconfinement de 10 à 15 jours pour éviter la fameuse deuxième vague. On entend beaucoup de deuxième vague, de reconfinement.
Ouais, bah, enfin, moi, je pense personnellement que c'est pas forcément judicieux parce que cette deuxième vague, ça va probablement être une espèce de plateau. Oui, probablement vers une remontée, mais je pense que l'objectif de tout ça, c'est maintenant de trouver un rythme de croisière et finalement, enfin, je pense que petit à petit, on avance vers cette, maturation un peu de l'idée, qu'on va apprendre à vivre avec, ce Covid, dans nos sociétés, comme on a appris à vivre avec, le risque de tuberculose et puis après il y a eu les vaccins qui ont limité ce risque, mais il existe encore. Comme on apprend, enfin comme le disait Marion, des décisions sur, est-ce que je prends un risque ou pas, on les prend au quotidien, hein. Est-ce que je prends l'avion, pour aller rendre visite à un proche ou pour aller Mhm. en vacances? Bon voilà, la prise de risque, elle est modérée, elle est mesurée, elle est mise en balance avec quel intérêt j'ai aussi à faire ce que je fais. Voilà. En tout cas, sur ce déconfinement retardé, je ne pense pas que ce soit forcément le plus judicieux, surtout que s'il y a une deuxième vague, elle va justement commencer. Le temps de latence entre le moment où on fait une action et le moment où il y a ses effets sur le système de santé, il est justement de 10-15 jours. Donc ça veut dire qu'après, on retarde encore et finalement, on ne reprend jamais, quoi. Donc il faut petit à petit que l'on trouve les moyens d'harmoniser les choses et de les, je trouve plus mon mot, enfin d'aménager, voilà, d'aménager les choses de sorte que on puisse le faire en préservant au maximum Mhm. sa sécurité, en préservant aussi, bah, le portefeuille parce que ça va devenir une préoccupation, je pense, à moyen terme également, et en préservant finalement Mhm. aussi son propre mental et son harmonie et l'équilibre qu'on peut avoir, l'accord qu'on peut avoir avec soi-même aussi, dans les décisions qu'on prend. Et c'est pas parce qu'on décide un jour donné de faire d'une certaine manière qu'on n'a pas le droit aussi de revenir sur ce qu'on a décidé ou d'ajuster ses décisions en fonction aussi de comment ça se passe et de comment réagit l'entourage. Par exemple, vous ne savez pas au travail comment vont se comporter vos collègues vis-à-vis du port de masque. Ça, c'est des questions qui peuvent faire qu'on modifie un petit peu les propositions. Oui, je suis un peu d'accord avec Aline. J'aurais tendance à dire de ne pas forcément reculer le fait par exemple, retourner au travail si c'est possible. Par contre, c'est dans la mesure, dans la manière dont je vais le faire que ça peut être tempéré. C'est-à-dire, je peux le faire progressivement ou alors garder une certaine, d'être quand même raisonnable sur, par exemple, le nombre de mes sorties ou effectivement de garder aussi le fait que certaines sorties qui sont pas forcément importantes et urgentes, du coup, je vais peut-être les repousser. Je vais peut-être continuer de les repousser pour l'instant. Mais par contre, de commencer à vivre avec, effectivement, comme disait Aline, moi, c'était plutôt ça. Alors, en parlant de sortie, de rendez-vous, on va bientôt finir parce que j'ai peur que la vidéo se ferme de soi-même. Pour l'organisation de votre service, allez-vous garder les rendez-vous visio même après déconfinement? Certaines personnes ne souhaitant pas se rendre en milieu hospitalier car les hôpitaux restent les lieux où le virus est présent, donc pas rassurant pour une simple visite de contrôle. Alors en pratique, c'est un peu tôt pour qu'on vous réponde puisqu'on a une réflexion qui est, juste en cours. J'ai justement une réunion juste après à ce sujet sur comment on va aménager nos consultations. Mais oui, il y aura probablement un mix des solutions, mais sachez que si on organise une consultation, maintenant on utilise le terme présentiel, où on vous demande de venir nous voir à l'hôpital, si on vous propose ça, c'est parce qu'on est sûr que, c'est sécurisé et que vous n'allez pas vous retrouver avec un risque majeur. Donc on est en train d'aménager nos circuits pour qu'il n'y ait pas des salles d'attente bondées avec 30 000 personnes, pour que vous attendiez pas, des heures et Ouais. des heures comme c'est parfois le cas malheureusement, et que du coup ça se passe, de manière, plus sécurisée encore, étant donné cette épidémie. Donc là aussi, nous, on est en train d'intégrer à nos méthodes de travail, la possible pérennité de cette épidémie. Olivier, tu as d'autres questions Oui, justement, j'allais te demander si on avait le temps de poser une dernière question. Vas-y. C'est par rapport au déconfinement toujours et plutôt aux activités extra-professionnelles, Aline. Et certaines personnes se posent la question à savoir qu'est-ce que je peux faire comme activité au quotidien, sachant qu'un certain nombre d'activités, évidemment, seront difficiles à réaliser. Là, je voyais dans les commentaires notamment la natation, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle activité il faudrait favoriser, par exemple? Alors,
d'une manière générale, je pense qu'il faut quand même garder cette idée de la distanciation et que si on fait de l'activité physique avec le masque, on a du mal à respirer. Donc, plus on est en solitaire ou éloigné les uns des autres, mieux c'est. La natation, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que je pense que les piscines ne vont pas rouvrir de sitôt. C'est quand même des bouillons de culture souvent. Donc, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout entendu parler des piscines, hein, d'ailleurs. Personne n'en parle parce que je sais pas, c'est pas encore la saison, mais ça va être, je pense, quelque chose d'assez tendu pour les vacances. Donc, à ce moment-là, si vous êtes près de l'océan, il faut aller nager dans la mer. Là, vous pourrez être tranquille, surtout en ce moment où elle n'est pas trop chaude. Et donc, voilà, après, il faut faire quelque chose. L'activité physique, c'est toujours la même chose, hein. Si on fait un truc qui ne nous plaît pas, on ne s'y tient pas. Moi, la première. L'avantage, c'est qu'il s'est développé plein de choses. Par exemple, moi, j'ai découvert le yoga en ligne. Jamais j'aurais fait ça de ma vie. Et je ne sais pas si j'aurais eu envie d'aller à un cours de yoga, d'ailleurs, alors que là, dans ma chambre, tranquille, je ne mets pas la caméra et je fais mes mouvements n'importe comment, mais au moins, je m'amuse. Donc, il y a plein de trucs en ligne, et y compris gratuits, d'ailleurs, hein, qui sont accessibles et qui peuvent permettre de trouver quelque chose qui soit à la fois, toujours pareil, en accord avec les règles de sécurité et puis en accord avec l'envie qu'on peut avoir personnellement. Il faut trouver quoi. Eh Merci. ben, je crois qu'on Merci. va conclure là, Clémence, si tu Voilà. es OK. Oui. Donc, ben, encore mille merci à Marion qui est venue comme ça, paf, je lui ai demandé, elle n'a pas hésité. À Olivier et Clémence pour leur aide précieuse dans toute cette organisation et à vous tous d'être venus.